Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler extraterrestres, ovnis, on va parler de Roswell, comme Apolline de Malherbe, évidemment, n'osera jamais le faire. Mais avant ça, n'oubliez pas, adhérez au club Géopolitique Profonde. Ce mois-ci, Jean-Michel Vernochet, qui d'autres encore, des auteurs que vous aimez beaucoup. Ah tiens, Sylvain Ferreira ont écrit des articles en exclusivité pour la lettre de Géopolitique Profonde. Vous cliquez sur le lien ci-dessous. 7 jours d'essai gratuit, n'oubliez pas. Il ne faut pas avoir peur. La boutique est ouverte, géopolitiqueprofonde.com. Bonsoir, cher Mathias, cher François. Tiens, OVNI, Contact et OVNI l'enquête. Pourquoi ce livre ? Pourquoi ce livre ? Parce qu'en fait, François comme moi, ça fait un petit moment qu'on travaille un peu sur la question, qu'on a reçu des gens. François était rédacteur en chef de BTLV. Moi, j'y suis venu un peu par hasard, mais en fait, pas tant que ça, parce que si tu vois le livre, il est dédié à mon papa qui était un lecteur de Planète. Donc, dès la petite enfance, chez moi, il y avait les Planètes et je lisais les Planètes. La revue Planète, les plus jeunes probablement ne savent pas ce que c'est que la revue Planète. Mais voilà, et puis surtout, parce que depuis 2017, il y a eu une actualité brûlante, vraiment extrêmement importante, et que quand on est journaliste, philosophe pour moi, on ne peut que se poser la question sans avoir forcément les réponses. Et nous, justement, on a décidé de mener une enquête et d'aller voir des experts, des gens, pour leur demander ça existe pas, est-ce qu'ils pensent que, est-ce qu'ils ne pensent pas que, pourquoi ils pensent ça. Donc, on voulait faire ce travail et on est parti un peu, malgré toutes les connaissances qu'on peut avoir, on a essayé d'avoir un point de vue de, moi, ce que j'appelle un point de vue d'idiot socratique, c'est-à-dire que on s'est un peu pointé comme Bouvard et Pécuchet, comme deux imbéciles, et puis on a posé les questions les plus basiques aux gens les plus habilités à nous répondre, et ça donne des réponses qui sont vraiment surprenantes. Cher François, justement, Mathias a parlé du 17 décembre 2017. Qu'est-ce qui se passe ce jour ? Ce jour-là, il y a des vidéos qui apparaissent sur le New York Times, des vidéos qui surprennent un peu le monde entier. Une partie des gens se demandent ce que c'est, mais à cette époque-là, ça n'a pas encore été authentifié. Donc il faut savoir que ce sont des vidéos qui, pour la plupart des gens, elles sont de mauvaise qualité, donc on ne voit pas grand-chose. Mais au fur et à mesure des semaines, on finit par comprendre que c'est pas normal ce qui se passe, puisqu'on voit des avions des objets qui bougent d'une façon un peu erratique, qui sortent de l'eau. Enfin, c'est assez exceptionnel, quoi. Alors à l'époque, c'est des vidéos qui émanent de l'armée. C'est pas des vidéastes du coin qui a fait sa petite vidéo en disant attention, il y a un ovni. C'est des vidéos issues de l'US Navy avec des commentaires en plus de pilotes d'avions de l'US Navy qui sont stratosphériques. Et puis la manière dont elles sont arrivées, c'est James Bond, quoi. Ça s'est passé dans un parking souterrain, là, comme au Watergate. Pratiquement, on suppose, mais on a pratiquement les preuves à 99%, c'est Elizondo qui a apporté les vidéos à Christopher Mellon, qui a été le secrétaire d'État pour le renseignement sous Clinton et Obama. Et c'est donc lui, c'est Mellon qui a remis les fameuses vidéos. Alors on va continuer cette discussion, cette interview sur ce livre, mais avant ça, je vais présenter notre troisième ami qui est ici présent, Egon Kragel. Là, j'ai les trois mousquetaires en fait. Là, je suis vraiment content. Le D'Artagnan. Voilà. Comment tu vas, cher Egon ? Très bien, Mike. Toi aussi spécialiste des ovnis en France. On te voit toutes les semaines sur Énergie 12 et Paranormal Activity, c'est ça ? Ouais, Paranormal Activity. Oui, absolument, oui. Donc, oui. Ça m'est arrivé quand j'étais gamin, en fait, cette histoire. Et je peux raconter en 2 mots. Vas-y. C'est que je suis fils de militaire. Mon papa était colonel. Et mon papa avait l'habitude d'organiser des dîners avec des amis pilotes. Et donc tout s'est passé sur la nappe blanche des dimanches, j'ai coutume de dire ça, quand le vin était propice aux confidences et quand la chair était goûtue. Parce que c'était un ennui terrible, un ennui putride, Mike. Tu peux imaginer, les pilotes, les militaires parlaient de l'Indochine, de l'Algérie. Bon, pour le gamin que j'étais, c'était insupportable. Et puis voilà, parfois, ces amis pilotes disaient que ils avaient vécu des expériences absolument incroyables. Ils avaient croisé dans leur couloir de vol des objets hallucinants.
Je me souviens d'un ami de mon papa, pilote, qui disait, au-dessus de Brasse, dans le Var, avait vu une soucoupe, tu vois, un objet immense en forme de 2 assiettes renversées qui était arrivé dans son champ de vision, qui avait tourné autour des ailes de son avion et qui était reparti. Donc ils étaient complètement sidérés, ils ne pouvaient pas en parler. Voilà. Et donc le sujet m'a intéressé, pour moi c'était un ailleurs magnifique. Hein. Et puis quand mon papa est parti de l'autre côté des fleurs en 96, j'ai eu l'idée d'écrire un livre. J'ai coécrit un livre qui est paru au Cherche Midi, et qui est un livre qui a fait beaucoup de chemin. Et à partir de ce moment-là... C'est un livre culte. Oui, et à partir de ce moment-là, j'ai été considéré comme un expert en ovni, ce qui est un comique absolu, hein, puisque expert en objets non identifiables et non identifiés. Donc, t'es quand même aussi un documentaliste, un nombre de documents et de... moi, je me considère plus comme un pasteur d'histoire. En tout cas, ça me fait très plaisir que tu sois là. Et évidemment, tu vas participer au grand débat que nous aurons tous les 4. Mais on va revenir sur le livre. Comment expliquer ce mépris qu'il y a, je trouve, parmi les journalistes, les médias, les politiciens français, alors qu'on sait que, en tout cas c'est bien écrit dans le livre, que dès 1945, les Américains et Truman commencent à s'intéresser à ces ovnis. Alors, le mépris, alors tu as un mépris du grand public en France, parce qu'effectivement c'est un sujet qui est toujours traité un peu, comme dit François souvent, avec la musique de X-Files, et puis quand on traite un peu pour s'en moquer. Donc ça, c'est au fait que... culturellement, on n'a pas le sens américain aux États-Unis. L'OVNI, c'est de l'infotainment. Il y a vraiment une culture de ça. Pourtant, on a été les premiers en France. Alors voilà, c'est ce que je voulais dire. Et pourtant, chose étonnante, c'est que ce mépris, notamment de la part des autorités, n'a pas toujours été le cas, puisque il y a le fameux rapport Cometa, il y a la création du GEPAN. Donc la France a été... Qui sont des grandes agences. Qui sont des grandes agences, et puis qui ont fait référence. Et on a encore en France des experts, je pense à la commission 3AF, qui font autorité internationale, parce qu'on vient les chercher, notamment des pays d'Amérique du Sud, quand on a besoin d'expertise ou des choses comme ça. Donc il y a un grand décalage entre ce que la France a été avec la création du GEPAN, avec le rapport Cometa, qui était pareil. Cometa, ça a été un grand moment. Aujourd'hui, c'est un peu tombé dans les oubliettes, effectivement. Et aujourd'hui, on a l'impression que le sujet, en tout cas des autorités politiques, n'est plus traité. Et justement, ça m'amène à donner un autre élément clé, c'est qu'aux États-Unis, les ovnis, c'est un sujet politique. C'est un sujet politique et un sujet de sécurité. Et c'est un sujet politique parce que c'est un sujet de sécurité. 1, la sécurité est prise extrêmement au sérieux. 2, au Congrès, il y a des gens, il y a des groupes de sénateurs qui se préoccupent de la question, qui font avancer la question, qui font des commissions, qui font des auditions. Il y a même un lobbyiste qu'on a interviewé, il y a un lobbyiste américain. Donc il y a vraiment une structuration autour du sujet, une structuration politique, parce que, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est pas que un tel ou un tel dit ci ou dit ça, même s'il est spécialiste, c'est que ça se passe dans des commissions du Congrès, où l'ignominie de la parjure, si tu parjures, tu peux être condamné, et c'est extrêmement grave. Donc là, il y a des choses... Il y a l'histoire de pognon aussi, de budget. Et alors, en plus, tu as raison, il y a ces histoires de fric aussi. Mais alors, qu'est-ce qu'exactement un ovni? Parce que si je sors du studio, je vais voir le Kidam, il va me dire « Ah, mais c'est des soucoupes volantes, machin ». Comment définirait-on, peut-être scientifiquement, je ne sais pas, un ovni? Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas au regard de ce qu'on sait de la physique. C'est-à-dire qu'il y a des radars, et donc il y a des pilotes qui ont de visu constaté que la manière dont se comportaient ces objets, on ne savait pas d'où ils venaient, et on ne comprend pas, physiquement, c'est pas possible, la manière dont ils se déplacent. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on les considère comme des ovnis.
ou des pans maintenant. Voilà, au dépend, parce que justement, on n'est pas sûr que ce soit des objets, puisque OVNI, c'est objet volant non identifié, et aujourd'hui, on a plutôt tendance à utiliser, en français, l'appellation de PAN, phénomène aérospatial. N, c'est non identifié. Voilà. Alors, sur un parce livre, qu'on n'est pas sûr que ce soit sur le objectable. Sur le livre, si on avait mis PAN, ça serait encore Oui, plus. PAN, mais PAN. alors on a ces 3 vidéos. Qu'est-ce qu'elles représentent exactement? Ben, on voit un objet qui sort, il y en a une qui sort de la mer. Moi, je les ai fait identifier par un pilote, dont on en parle, qui s'appelle Ateshue. Et ce pilote, il a travaillé. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a travaillé aussi bien par les Américains, sur des avions américains, et sur des Français. Donc, il a vraiment une vision. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il explique qu'en France, les gens disent oui, mais les vidéos, on voit rien, c'est de mauvaise qualité. Mais au départ, ce ne sont pas des vidéos faites pour du cinéma. Hein. Tu vois un petit point, un Voilà. tic-tac, c'est ce qu'on appelle les vidéos tic-tac. Enfin, il explique. Et donc, on voit les pilotes, ils sont passés d'ailleurs, les pilotes et la navigatrice sont passés dans les émissions comme 60 minutes aux États-Unis. D'accord. Des grosses émissions. Quand on en parle aux États-Unis, il faut savoir que ça passe sur CNN ou sur 60 minutes. Donc, c'est des gros magazines. Et donc, ils ont pu parler. Et la différence aujourd'hui, c'est que les pilotes peuvent parler. Mais justement, qu'est-ce qu'il dit ce pilote parce qu'un pilote de chasse qui parle, qu'est-ce qu'il dit exactement? C'est ce que je voulais dire quand Egon a pris la parole tout à l'heure en parlant de son papa et des amis de son papa. Tu as dit il ne pouvait pas parler. Absolument. J'avais envie de te demander pourquoi il ne pouvait pas parler. Parce qu'ils avant risquaient leur licence de Leur radiation, pilote. clairement. ouais. Absolument. C'est Asie de psychiatrie. On les menaçait voilà, de réaliser une expérience. Tu vois, Mais c'était une menace réelle, tu crois, ou non, ou c'était une espèce d'omerta implicite parce que ils pouvaient en parler entre eux, ils pouvaient absolument en parler entre eux, mais ils ne pouvaient pas en référer à leur hiérarchie parce que c'était extrêmement dangereux et dommageable pour leur Et aussi carrière. pour les pilotes de ligne, c'est la même chose. aussi. Absolument. Alors tu vois, les choses changent parce que justement. Oui, voilà, parce qu'il y a ce pilote de chasse qui parle et il dit des choses quand même assez importantes. Il y a plus, là je pense que tu fais référence à Téchoué justement, Oui. mais on a plus que le pilote de chasse, c'est que on a, et je vais raconter la petite histoire du livre, parce que en France, il y a un général qui a vu un phénomène aérien non identifié, qui s'appelle le général Mignot, qui a un peu témoigné à un moment donné, qui a expliqué, et puis qui a collaboré avec le GEPAN, avec un certain nombre de commissions aussi, mais qu'on n'a pas beaucoup fait parler. Et justement, on a cherché à avoir ce général pour qu'il nous raconte un peu ce qui s'était passé. Et puis c'est quelqu'un en plus qui a eu des fonctions, notamment dans la sécurité aérienne parisienne, assez importante. Donc c'est pas un farfelu. C'est pas un rigolo. C'est pas un rigolo. Et de fait, au départ d'ailleurs, il nous a dit non. Il nous a dit moi, je veux pas vous parler. Les journalistes, ils cherchent du sensationnel. J'ai montré la couverture, ils disaient non, la couverture c'est trop sensationnel. Ah ouais, il a dit ça Ouais. Ils font du sensationnalisme. Vous allez me faire dire n'importe quoi. Bon, fin de non-recevoir. Et puis, on a interviewé d'autres gens qui sont peut-être intervenus. Vous avez interviewé un imam, un conseiller d'Obama, Alain Juillet qui passe ici, voilà, des journalistes, un député européen, un physicien, un astrophysicien, un astronaute. Et le général Mignot est revenu vers nous en nous disant écoutez, finalement, d'accord. Je veux bien vous parler. Franchement, le général Mignot, c'est Buzz l'éclair. Hein. Il rigole pas. Quoi. Je veux bien vous parler, mais à condition que je puisse relire l'interview et que je valide l'interview. Et là, on a fait une interview qui est dingue parce que il s'est livré, il raconte ce qu'il a vu. Je vais pas le raconter là parce que il raconte ce qu'il a vu, et ce qu'il a vu, c'est ses rencontres avec le troisième type. Sauf qu'il n'y a pas de vaisseau qui se pose, mais il y a vraiment une rencontre, c'est un contact très détaillé, et c'est hallucinant. Et comment il a vécu ça justement quelle expérience il en a tiré de cette rencontre troisième type? Alors, c'est très étrange. Ça l'a marqué, j'imagine. Ça l'a marqué, bien sûr. Faut lire l'interview pour aller voir. Ça l'a marqué, et en même temps, il a lutté contre le fait que ça puisse le marquer. C'est-à-dire que
il a cherché à comprendre, mais lui dit, bah non, finalement, après, on en a discuté un peu entre nous, parce qu'en plus, ce qui est intéressant, c'est que tout son équipage à bord a corroboré, ils ont tous vu la même chose. C'est pas un gars qui était tout seul. Il y avait ils étaient 6, je crois, ou quelque chose comme ça. Et en fait, il raconte que, donc déjà, il raconte ce qu'il a vu, qui est hallucinant. Et il raconte que après, le premier réflexe, c'est d'aller interroger un certain nombre de gens. Et puis, comme il n'y a pas d'explication, on passe à autre chose. Mais c'est quand même on sent que c'est quand même une histoire qu'il poursuit. Et alors lui, typiquement, on lui dit, mais et alors, très bien, on vous écoute, on vous entend, le témoignage est ahurissant. Du coup, à votre avis, c'est quoi? Ces extraterrestres, c'est quoi? Et il nous dit, moi, j'ai pas d'avis. Je veux pas avoir d'avis. Je veux pas vous dire les extraterrestres existent. Je vous dis ce que j'ai vu. Je vous dis comment je l'ai vu. Je vous dis même qu'on a fait des enquêtes avec 3AF ils ont enquêté notamment pour savoir si c'était ce qu'on appelle des rentrées d'atmosphère. Les rentrées d'atmosphère, c'est des morceaux de fusée ou de satellite qui rentrent donc dans l'atmosphère et qui peuvent produire des effets notamment lumineux particuliers. Et là, manifestement, c'était pas une rentrée d'atmosphère. Donc il y a eu quand même, ils ont cherché à savoir quoi. Et ils ne savent pas. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.